Le Maroc s'inscrit dans un continent, l'Afrique. Oui. Vous êtes le président de la Fédération royale marocaine de football, mais vous appartenez également à la CAF. Qu'est-ce qui explique que l'Afrique, qui produit autant de muscles, qui produit autant de talents, se porte aussi mal sur le plan continental? Le grand déficit, il est lié à l'infrastructure footballistique. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Certains pays ont fait des efforts, certes. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de championnat européen où il n'y a pas, effectivement, de joueurs d'origine africaine qui se distinguent et qui excellent. Ça n'existe pas. Ça veut dire, c'est simple, la lecture scientifique, elle est rapidement faite. Ça veut dire que le même potentiel, quand on le met dans le contexte africain, il y a la déperdition et il finit par devenir rien. Et quand on le met, le même potentiel, dans des conditions correctes d'évolution, il devient champion. Le malheur dans tout cela, c'est que le football africain perd énormément de valeur et il ne profite nullement de ces valeurs. Même les joueurs qui partent à l'âge de 18 ou de 17 et qui ont fait quand même un cycle de formation dans leur pays d'origine, ils ne profitent en rien quand ils deviennent champions. Ils ne profitent rien au football africain ou à la fédération mère, au football du pays, à quelque chose. Ça ne profite. Il n'y a pas de lien. Et donc on est dans des logiques d'exportateurs nets du potentiel. De matières premières. De la matière première. C'est-à-dire sans aucune valorisation et à la limite même hors champ de taxes et de douanes. C'est-à-dire on est dans des logiques free. Le joueur part, il devient champion, le joueur ne profite ni à son pays, à une équipe pour évoluer, ni en ayant une bonne part de la valeur qui revient au pays pour faire autre chose. Et ça, il est lié à l'infrastructure. Donc, admettons une bonne fois pour toutes que notre continent a besoin d'un plan Marshall de développement d'infrastructures footballistiques. Mais là, dans on leur répond pays, qu'il y a des urgences. oui, et mais que tous ces pays sont en difficulté. C'est très important. Admettons tout d'abord la priorité. Le financement, c'est le dernier élément de la chaîne. D'ailleurs, évoquer le financement en tant que contrainte est toujours un très bon moyen pour enterrer les réformes. Admettons tout d'abord que c'est une priorité. Moi, j'ai essayé de le faire avec tous les moyens nécessaires. De l'exposer dans toutes les langues au niveau du comité exécutif de la CAF. J'ai même essayé d'intégrer la FIFA au niveau de ce projet phare de développement de l'infrastructure, plan Marshall, développement de l'infrastructure footballistique au niveau du continent, avec un financement. On a organisé un séminaire à Rabat, au complexe Mohamed VI, en présence du président de la FIFA, avec des ateliers. Et on a ramené les bailleurs de fonds pour constituer des tours de table et voir les financements. Il est aujourd'hui absurde de continuer à raisonner le football africain et son développement de cette manière. On ne pourra pas développer nos compétitions avec cette infrastructure. Quel est le On modèle ne économique? peut pas, on ne pourra pas développer dans le futur le marketing. Parce que le marketing, il s'agit de marketer une compétition. Et donc tout est lié, c'est une chaîne. Il faut commencer par le commencement. On a mis en place une logique de financement. Aujourd'hui, et qui est basée d'ailleurs sur les aides directes que la FIFA donne aujourd'hui à chaque fédération. Je ne comprends pas aujourd'hui comment la FIFA donne 300, 200 millions de dollars à chaque fédération pour le programme Forward, pour le développement. La CAF donne 200 000 dollars par fédération chaque année. Autour de ces subventions,
autour de l'implication de bailleurs de fonds. Et on les a impliqués, on les a ramenés à Rabat. Ils sont preneurs pour développer l'infrastructure footballistique au profit des jeunes. On peut faire un programme Marshall dans tous les pays et on commence par là où le déficit est énorme et on monte. Et on le fait au bout, l'expérience elle est là. On peut faire des belles choses en 2 ans, en 1 année et demie. On peut faire beaucoup de choses dans tous les pays. Via un financement qu'on peut aujourd'hui ramener et amortir sur la durée, sur une maturité de 20-30 ans, via ces subventions. Au lieu de donner des subventions où chaque fédération va aller aménager un petit truc de proximité, ou va faire de la terre battue, et où la gouvernance actuelle laisse paraître beaucoup de déperditions. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je laisse le soin aux auditeurs, soi-disant, de le faire. Mais, donc au lieu de faire ça, consolidons l'effort, levons l'argent sur la place, faisons notre plan de développement sur 2, 3, 4 ans et amortissant sur ces subventions sur 20, 30 ans. C'est ça la priorité. Pour moi, c'est ma conviction. Et je continuerai à militer pour la mise en place de cela avec tous les moyens possibles. Évidemment, je n'ai pas toujours les meilleurs moyens efficaces, mais je continuerai à le faire. Vous dites, la question du financement est la meilleure façon d'enterrer un projet. Oui. Quand on regarde l'ensemble de ces pays-là, on a le sentiment qu'il y a peu de gens pour pouvoir accepter de lever des fonds dans cet environnement-là. Parce que cet environnement est pauvre, parce que cet environnement est pas organisé du tout. Vous pensez qu'il existe des structures qui puissent permettre de lever des fonds pour commencer à construire ces infrastructures qui sont la base même? La FIFA conjointement avec la CAF peuvent le faire. Ils peuvent sortir, comme même la FIFA il a un rating. La FIFA c'est une institution qui est très solide sur le plan financier. Aujourd'hui la FIFA il peut sortir sur le marché à des taux zéro. Et la CAF, en soignant son image, et sa gestion et sa gouvernance, et il ne serait pas loin de le faire dans les mêmes conditions. Et comme j'ai dit, tu lèves les fonds, tu fais l'investissement et tu amortis via les aides que tu donnes chaque année. Tu les donnes, ces aides. Tu les donnes. Et au lieu de les donner comme ça, comme j'ai dit, il faut les canaliser dans des projets donc structurants de développement du football. Et quand on corrigera l'infrastructure, viendra évidemment l'amélioration et la réforme de nos compétitions. On le veuille ou non, nos compétitions ont la nécessité et l'obligation d'être réformées de bout en bout. La réforme des compétitions au niveau de l'Afrique est une obligation. Revoir notre configuration de la CHAN, de la CAN, s'il le faut, et tout cela permettra au management africain, continental, du football africain, donc d'avoir plus de perspectives, de marge pour améliorer le marketing et avoir plus de budget et de sous. Il y a l'aspect gouvernance. On ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a énormément de choses à faire en la matière. La CAF, en tant qu'institution par exemple, a besoin de renforcer ses capacités managérielles, de mettre en place les véritables procédures de management basées sur l'atteinte d'objectifs, la transparence et la clarté des procédures. C'est nécessaire. C'est la même logique qui doit régner au niveau de toutes les fédérations nationales. Si on arrive à organiser, à améliorer nos capacités d'investissement, d'infrastructure, pour permettre de garder plus de valeur ajoutée et de l'exporter, pas en free, mais à ce moment-là, en bien négociant sa part de retour. Et si on arrive à réformer notre management, notre gouvernance, ces réformes ensemble permettront au football africain non seulement de rivaliser, mais de faire des pas géants au niveau du positionnement international, parce que le talent y est, les jeunes existent et le potentiel est énorme. On aura le droit à ce moment-là de rêver d'une équipe nationale africaine qui, au niveau d'une Coupe du Monde, pourra jouer une finale ou la gagnera. On pourra rivaliser les grands et on pourra
et réduire les écarts d'une manière substantielle par rapport à un continent européen qui ne cesse de progresser et d'aller vers l'avant, et à un continent asiatique qui, il y a quelque temps, était loin derrière, et aujourd'hui, il est loin devant la CAF et l'Afrique. Alors, lorsqu'on entend ça de quelqu'un qui appartient à la CAF, qui connaît les rouages, qui connaît comment ça marche, on a envie de poser les questions essentielles auxquelles on souhaiterait qu'on ait des réponses qui soient à la fois brèves, concises et claires. Bien sûr. Est-ce qu'on peut reformer une institution dont le statut même reste à définir? Est-ce que ce n'est pas déjà la base même de la CAF qu'il faut regarder, et qui doit le faire? Aujourd'hui, une CAF doit être solide. Elle doit être clairement établie dans la gouvernance comme vous l'avez fait. Mais la base, c'est déjà son statut. C'est quoi le statut de cet outil qui est l'organe fêtière du football africain pourtant? À chaque occasion électorale, on parle du positionnement personnel des uns et des autres, et on ne discute pas les stratégies, on ne discute pas les réformes, on ne discute pas les idées, on ne discute pas les urgences, on ne discute pas les statuts. La CAF, comme j'ai dit au départ, il y a des réformes nécessaires qui s'imposent. On ne peut pas déjà marcher avec des modalités de gestion qui sont là depuis 30 ans en position stagnante sans qu'il y ait de l'évolution. Le monde du football et le reste évoluent, et avec des vitesses très accélérées. La CAF ne peut pas rester à l'abri. La CAF doit moderniser. Et la modernisation, il concerne tous les aspects de gouvernance. Il concerne l'aspect juridique, y compris les statuts, mais il concerne aussi les aspects de digitalisation, de standardisation, de contrôle, d'audit, de reporting, de bonne gestion, de transparence, etc. Ce sont les b.a.-ba de la gestion. C'est nécessaire, c'est fondamental pour une institution comme la CAF. Ça veut pas dire que aujourd'hui, il n'y a rien, non. Mais moi, je dis toujours, et je l'ai toujours dit au niveau du comité exécutif, et je le redirai autant de fois que j'aurai l'occasion de le faire, que la CAF, en tant que système, en tant qu'institution, a malheureusement subi une stagnation trop longue. Et donc, du coup, puisqu'on n'était pas dans les évolutions normales annuelles, on est obligé de faire des sauts qualitatifs énormes. On est obligé. Et toute l'intelligence, c'est de trouver les moyens et de trouver les procédures de faire ces sauts sans qu'il y ait des fractures aussi profondes. Il faut faire des sauts importants. Il faut aussi créer un écosystème qui plaise. Vous avez dit, pour qu'on market, il faut qu'il y ait un produit, un produit intéressant. Or, aujourd'hui, le seul produit de la CAF, c'est la CAN, qu'on a du mal à organiser. Comment restructurer? Déjà, est-ce que vous êtes partisan de ceux qui estiment qu'on n'a pas les moyens et qu'il faut organiser tous les 4 ans? Les compétitions au niveau du continent doivent être révisées de bout en bout. Parce que ce même continent, effectivement, qui a la contrainte d'organiser une CAN chaque 2 ans, c'est une vérité. C'est pas un point de vue, c'est une vérité. Et surtout une CAN à 24. Il faut avouer que pour une CAN à 24, il faut disposer de 8 grands stades, de 8 villes, etc., etc. C'est compliqué. Donc le continent qui a cette contrainte, eh ben, il se permet le luxe d'organiser une compétition similaire, mais au niveau local, qui s'appelle le CHAN, et qui n'existe nulle part. Mais en même temps, il contraint les jeunes de U23 pour jouer une compétition tous les 4 ans, au lieu de une fois tous les 2 ans comme les Européens, parce que c'est là où il y a le potentiel de l'équipe A. Et ce même continent, donc, qui n'a pas pu jusqu'à présent mettre en valeur son potentiel féminin. Donc ce sont autant de contradictions au niveau de nos compétitions, au niveau de leur organisation, et il faut les réformer de bout en bout. Est-ce que effectivement aujourd'hui, vous prenez la Champions League,
Est-ce qu'on a besoin de faire jouer l'Ahli 2 tours préliminaires pour aller prendre une autre équipe qui n'a aucune expérience pour la battre en aller-retour par 10-0? Est-ce que c'est normal? Je ne me pose pas la question par rapport à l'Ahli, mais je pose la question par rapport au petit club. Parce qu'on le prive de cumuler une expérience africaine. On lui donne l'occasion de jouer un seul match. Donc l'idée, c'est d'organiser les 2 tours préliminaires au niveau zonal, de donner la possibilité de jouer 5-6 matchs à chaque club, de mettre un peu de business pour faire bénéficier les clubs de ce business Champions League et de monter à des niveaux de groupe fermés, etc. Mais là, qui regrouperont l'élite, mais à des niveaux de rémunération très élevés, qui laisseraient, parce qu'aujourd'hui le thermomètre c'est quoi? C'est la participation de nos champions au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Accidentellement, on n'arrive pas à dépasser, nos clubs n'arrivent pas à dépasser les premiers tours. Ça, ce n'est pas normal. À part le Raja, qu'il a fait brillamment ici à Marrakech il a atteint la finale contre le Bayern. Et TP Mazembe, je pense, il y a 4 ou 6 ans, contre le Milan. Donc, c'est ça le véritable thermomètre. Et pour pouvoir effectivement laisser cette compétition développer le potentiel africain au niveau international, moi je ne vois pas d'autre solution qu'une réforme globale de nos compétitions. Et comme j'ai dit que c'est global parce que c'est lié. Vous ne pouvez pas réformer la CAN si vous ne touchez pas à la CHAN. Vous ne pouvez pas toucher à la CHAN si vous ne touchez pas à U23, à la classe olympique. Ça nécessite effectivement de la réflexion pour, développer le football, parce qu'une compétition, c'est la vitrine, c'est l'opéra de l'exercice footballistique, et 2, de donner plus de possibilités au business, et d'avoir plus d'attractivité, et de vendre, et de profiter de l'euphorie que connaît le marché footballistique à l'échelle mondiale. Pour vous, on ne pourra discuter de rien tant qu'on n'a pas procédé à une réforme forte de cette CAF-là. Ce n'est pas une question de discuter ou ne pas discuter. Vous pouvez en discuter pendant 50 ans, ça ne changera rien. Et c'est ce que j'ai dit au départ. C'est une question d'approche. Si vous voulez passer votre mandat ou 2 ou 3 à faire des diagnostics et à échanger des points de vue, vous aurez toujours de la matière. Mais sachez qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, vous n'aurez pas fait un pas en avant. C'est clair. Ça, c'est une approche. Moi, je dis que le football africain, aujourd'hui, on a besoin de l'action. On a mis beaucoup de temps pour énumérer nos atouts qui sont nombreux. En tête, le potentiel, la présence, on les voit, on le voit, etc., etc. Et on a mis aussi autant de temps, sinon plus, pour énumérer nos failles et nos défaillances. L'approche la plus indiquée, c'est d'aller attaquer les variables, les inconnues de l'équation, et de les corriger une après une. Sinon, très bien, on va choisir les personnes en mars, il n'y a pas de problème, on aura le management, ils vont se réunir, on va faire les compétitions tant qu'on peut, comme on peut, et après 4 ans, on va dire, c'est dommage, on pouvait faire mieux. Lorsqu'on écoute le patron de la Fédération royale marocaine de football, qui a des infrastructures, qui est en train de s'illustrer sur le plan continental, qui est en train de gagner des titres, parler de la CAF, on est un peu désespéré en disant, on fait quoi alors? On a envie de l'entendre dire, vous avez fait le diagnostic, et vous êtes très concret. Là, dans l'état actuel des choses, sur quel bouton on appuie pour que cette transformation se fasse et qu'elle devienne active? Moi, je pense que la feuille de route, comme j'ai dit, elle a été discutée en présence de la famille du football africain et mondial. Au cours d'une journée à Rabat, au complexe Mohamed VI,
et qui énumère un certain nombre de réformes. Les réformes liées à l'infrastructure, avec un business plan, financement et autres. La réforme des compétitions, la réforme de la gouvernance, la mise en place des procédures, l'amélioration des commissions, la réduction du nombre, etc., etc. Il faut accélérer la mise en œuvre de tout ce plan et on aura réglé énormément de choses. Qui accélère? Écoutez, je vais vous dire une chose très simple par rapport à cela. C'est à nous, présidents de fédération, d'appuyer sur le bouton, chacun en ce qui le concerne, chacun en fonction de ses missions, chacun en fonction de ses responsabilités, et admettant que, comme j'ai dit, que la mutualisation et la réussite collective est un principe qu'il faut mettre en place pour aller vers l'avant. Est-ce que le politique doit s'y mêler? Dans le cas du Maroc, le politique s'en est fortement mêlé pour impulser le mouvement, pour permettre qu'il y ait un écosystème qui fonctionne. Est-ce qu'il faut que les politiques se mêlent des affaires de la CAF ou doivent-ils se tenir à distance respectable? Moi, je pense en toute état de cause, on ne peut pas être dans des positions d'extrême, soit qu'ils se mêlent, soit qu'ils ne se mêlent pas. Je pense qu'on est dans des logiques, on est une partie intégrante ou prenante de nos pays, de nos systèmes. Et donc, il y a des va-et-vient, il y a des passerelles dans un sens ou dans un autre. Il y a de la complémentarité qui se doit se dégager sur le terrain et au fur du temps. Le politique, évidemment, il a inscrit la dynamique globale stratégique. Le responsable du football ou le manager du football doit assumer ses responsabilités dans les tunnels fixés par les stratégies politiques et en veillant à garantir la réussite de cette complémentarité. Et d'ailleurs, le continent africain l'a réussi dans pas mal de domaines, dans énormément de domaines, et la réussite collective, donc aujourd'hui, elle est illustrée effectivement dans des domaines multiples. Il est anormal que le football ne profite pas de ces expériences qui ont réussi pour être effectivement un modèle, au lieu aujourd'hui qu'il soit cité comme une contrainte. Si on vous disait, objectif combien de temps pour qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde, que diriez-vous? Ça dépend du moment où on appuiera sur le bouton que vous avez cité. Moi, je pense que si on appuie sur le bouton immédiatement, 2 Coupes du Monde seraient suffisantes pour une équipe africaine, soit, et je dirais mieux, que plusieurs équipes africaines seraient dans les carrés décisifs. Dernière question, Président. Les Africains redoutent tous, la même mise de la FIFA sur la CAF. On a vu cette tentative en Europe, on l'a vu en Amérique latine, c'est sa vocation, en gros, en tant qu'organe fêtière du football mondial. Y a-t-il un risque? Est-ce un danger qui plane sur le football africain? En tout cas, c'est une question de conception. Pour moi, la relation entre la FIFA et les continents, la CAF et les autres confédérations, c'est presque semblable à la question que vous avez évoquée de la relation entre les politiques et les fédérations nationales. Si on se met dans des logiques bicéphales qui interpellent la dichotomie entre FIFA et confédération, je pense que le conflit et les prémices du conflit vont s'installer une bonne fois pour toutes. Et le football, d'une manière générale, serait le grand perdant. La sagesse, l'expertise, le management et les responsabilités des managers qu'on est, la recherche de la complémentarité et des échanges et de la facilitation d'échanger les bestes histoires de réussite sont nécessaires et indispensables. La FIFA, c'est la grande famille du football. La CAF, c'est la famille continentale du football africain, respectant les marches dans les escaliers
chaque marche est importante et nécessaire. Il n'y a pas une marche qui est beaucoup plus importante que l'autre. Et la première marche, qui est la famille nationale du football, fédération, la marche intermédiaire continentale, jusqu'à la marche en haut, qui est la FIFA, qui est la grande famille du football, le respect des marches, la facilitation des mouvements entre les marches seraient les seuls moyens pour promouvoir le football, mais surtout la jeunesse. Parce que c'est la dernière destination. On ne joue pas le football pour jouer le football, pour mettre les valeurs du football au profit de la jeunesse, de son développement et de son inclusion. Merci beaucoup, Président.